Je n'aurais jamais cru que le mariage de mon propre fils serait le moment où je cesserais d'être une mère pour devenir, à leurs yeux, un objet jetable. J'avais encore la flûte de champagne à la main quand sa fiancée, Isabelle, s'est tournée vers le serveur et a dit, juste assez fort pour que toutes les tables voisines entendent, le personnel mange en cuisine. Elle ne m'a même pas regardée, mais ses yeux ont effleuré Hélène, mon assistante depuis plus de 30 ans, puis m'ont traversé comme si j'étais le papier peint. Le souffle m'a manqué, mais ma colonne vertébrale a tenu bon. Quelques invités ont ricané, d'autres ont grimacé, et une femme a baissé les yeux vers son assiette. Zacharie, mon fils, ce garçon que j'ai porté à travers le deuil, les coliques et la crise financière de 2008, s'est contenté d'ajuster ses boutons de manchette en continuant de discuter de fonds spéculatifs avec le cousin d'Isabelle. Hélène m'a regardé, raide, le visage impénétrable. Je lui ai fait le plus petit des hochements de tête. Ce n'était pas le premier affront de la soirée, le carton de table qui indiquait « Marguerite Sinclair » au lieu de « mère du marié », l'absence de mon champagne favori, remplacé par le rosé bio d'Isabelle, le fait d'avoir été placé 2 rangées plus loin à la cérémonie, tandis que son prof de spinning était au premier rang. Mais ceci était délibéré, et pour moi, c'en était trop. J'ai reposé mon verre, intact, sur la table, j'ai fouillé dans ma pochette et je suis passé derrière le treillis du jardin. Une brise fraîche agitait les buissons de lavande. J'entendais encore le quatuor à cordes jouer une variation jazzy d'un morceau de Coldplay. J'ai appelé Victor. Il a répondu à la 2e sonnerie, toujours ponctuelle. Annuler le contrat de 30 millions d'euros que mon fils devait annoncer ce soir, ai-je dit, d'un calme de chirurgien. Il y eut un silence. Mais Marguerite, vous m'avez entendu, ai-je dit. C'était à moi de le donner, et maintenant, c'est à moi de le garder. Victor n'a pas demandé pourquoi. Il ne le fait jamais. C'est pour ça que je lui fais confiance. Compris. J'informe le conseil d'administration immédiatement. J'ai raccroché. Les roses près du treillis commençaient à se faner sous la chaleur du début de l'été. J'en ai cueilli une. Les pétales extérieurs étaient déjà mous et meurtris. La fleur avait été magnifique, parfaite, même mais son temps était révolu. Je suis retournée à la table. Hélène avait rempli son verre mais n'y avait pas touché. Elle s'est légèrement levée à mon approche. « Tout va bien », ai-je murmuré, posant une main sur son épaule. « Ils auront plus que jamais besoin de votre sang-froid. » Nous nous sommes assises, puis les discours ont commencé. Zacharie s'est levé, tapotant son verre, et la foule s'est tue. « Je veux juste remercier tout le monde d'être venu », a-t-il dit, son sourire éblouissant sous les lumières du jardin. « Et surtout ma mère, Marguerite. » Je l'ai vue hésiter. Mon nom a atterri comme une fourchette qu'on laisse tomber. Il s'attendait à des applaudissements. Il a eu le silence. Même le quatuor s'est arrêté. J'ai penché la tête, juste assez pour croiser son regard. Son sourire a vacillé. Il a baissé les yeux, s'est éclairci la gorge, puis a continué. Qui, a contribué à rendre ce jour possible? Contribué, au passé. Le garçon qui pleurait autrefois sur mon chemisier après avoir perdu un match de baseball me regardait maintenant comme un miroir sans reflet. Isabelle s'est accrochée à son bras, rayonnante. Sa robe scintillait, comme si elle avait avalé un lustre. J'ai bu une gorgée d'eau. Le discours a continué. Des blagues ont été faites. Les verres se sont entrechoqués, mais l'ambiance avait changé. Madame de Courcy, assise près de la fontaine, ne prenait même pas la peine de cacher son sourire narquois. Elle s'est penchée vers un jeune homme à côté d'elle, le filleul d'Isabelle, je crois, et lui a chuchoté quelque chose qui l'a fait me jeter un regard. Bien, qu'il chuchote. À la fin du discours, Zacharie était pâle, Isabelle avait l'air confuse mais suffisante, comme un chat qui a attrapé un oiseau sans comprendre qu'il était mécanique. Il ne le savait pas encore, mais il le saurait avant le dessert. Les invités murmuraient à propos de l'annonce manquante, la grande nouvelle que Zacharie avait teasée toute la semaine. La nouvelle initiative Sinclair, l'avenir qu'il croyait garanti. Eh bien, l'avenir change vite quand on lui retire son financement. Vous voulez savoir le plus drôle? Ce matin-là, avant l'affront, avant le discours, avant la trahison, j'avais passé 1 heure à décider si je devais porter le médaillon que Zacharie m'avait fabriqué en CE2, un petit cœur en argent cabossé sur le bord, avec une photo de nous deux à l'intérieur, lui sans une dent de devant, moi le tenant dans mes bras devant cette même fontaine où ils ont prononcé leurs vœux. J'ai fini par le laisser dans le tiroir, non pas parce que j'avais cessé de l'aimer, mais parce que je commençais à soupçonner qu'il avait cessé d'avoir besoin de moi. Après m'être éloignée de la réception et avoir repris mon pouvoir, je me suis surprise aérée, pas physiquement, j'étais toujours au domaine mais dans mon esprit. Je me suis souvenue de comment tout a commencé.
J'avais 27 ans quand son père est parti. Parti, pas mort, aucune tragédie là-dedans, sauf si on considère la lâcheté émotionnelle comme une tragédie, ce qui est mon cas. Je travaillais comme architecte d'intérieur pour un cabinet dirigé par 3 hommes qui ne m'ont jamais demandé mon avis, sauf sur les couleurs de tissu ou sur l'opportunité de flirter avec une cliente. Quand les papiers du divorce sont arrivés, j'avais un enfant de 3 ans et 8 000 € de dette commune. Alors, j'ai bâti quelque chose, avec un bambin sur la hanche. Je dessinais des plans à la main et démarchais des clients sur la table de la cuisine pendant qu'ils faisaient la sieste dans la pièce à côté. J'ai conçu des maisons, des restaurants et des hôpitaux, créé de la beauté à partir de rien d'autre que du placo et de la volonté. J'ai fait de Sinclair Design un nom respecté bien avant que ce ne soit une affaire de famille. Zachary a grandi dans le bureau, déambulant entre les plans et les échantillons de tissu. Il appelait mon portfolio en cuir, la valise secrète de maman. Il m'appelait « maman ». La première fois qu'il a dit « Marguerite » en public, il avait 24 ans. Nous étions à une collecte de fonds. Un serveur lui a demandé s'il voulait me présenter pendant son discours, et il a répondu « Bien sûr ». Marguerite Sinclair, fondatrice de Sinclair Design. J'ai ri à l'époque. Il m'a fallu des mois pour réaliser que je n'étais pas dans la confidence. Quelque part entre son MBA et son obsession pour sa mâchoire, il m'avait rebaptisé. De mère, j'étais devenu un actif marketing. Mon nom donnait du poids à ses références. Mon visage rassurait les investisseurs. Mais ma voix? Eh bien, elle a commencé à devenir trop sentimentale ou hors de propos. J'ai laissé faire. C'est le point sur lequel je reviens sans cesse. J'ai laissé faire. Oh, je me disais que j'étais généreuse, qu'il méritait une chance de faire ses preuves, que je passais le flambeau. Mais ce flambeau n'a cessé de me brûler, année après année. Quand j'ai proposé de mentorer Isabelle, elle a souri et a dit « Nous avons engagé quelqu'un de plus jeune, plus en phase avec l'esthétique de la marque, comme si mon visage, mes mains, mon histoire étaient en quelque sorte démodées. Comme lorsqu'ils ont discrètement rebaptisé ma ligne de papier peint signature « Nouvel héritage », sans jamais me créditer. Ou quand j'ai découvert, il y a 2 semaines à peine, qu'ils avaient organisé un brunch pour des influenceurs au domaine sans même m'envoyer d'invitation. Au début, j'ai cru à un oubli, une erreur. Maintenant, je sais. Le mariage a tout clarifié. Ce n'était pas une lente érosion, c'était une excavation, un creusement constant de mon rôle jusqu'à ce qu'il ne reste que la partie dont ils avaient besoin. L'argent, le nom, la réputation, la façade. Le lendemain matin, pendant que Zachary et Isabelle dormaient dans la suite nuptiale, j'ai demandé à Victor de préparer les documents. Nous avons retiré Akari de la fiducie opérationnelle discrètement, sans cérémonie, juste une clause supprimée, comme on coupe un fil. C'était la première fois depuis des années que je me sentais moi-même. À midi, le lendemain, les murmures avaient déjà commencé. Je me tenais près de la fontaine du jardin avec une flûte d'eau pétillante, pas de champagne cette fois, et je les regardais se propager dans la foule, de minuscules secousses sociales si subtiles que la plupart ne les remarqueraient pas. Mais j'ai été élevé à l'instinct. J'ai bâti un empire sur la compréhension des non-dits. Ils avaient entendu le commentaire d'Isabelle. Le personnel mange en cuisine. Les invités plus âgés affichaient leur malaise sans détour, sourire crispé, regard baissé, mais les plus jeunes, les arrivistes, les habitués des ragots de bureau, les épouses de bonne famille en robe d'ONU, ils sentirent l'odeur du sang. Les gens oublient que l'héritage invite à la loyauté, mais seulement tant que cela leur profite. Hélène s'est approchée de moi discrètement, m'offrant une assiette de mignardises pour faire diversion. « Madame de Courcy aimerait vous parler », murmura-t-elle, avant de disparaître dans la foule comme l'ombre expérimentée qu'elle est. Madame Liliane de Courcy, voilà une femme qui sait porter des perles et manier un couteau dans le même souffle. Elle organisait des déjeuners avec mon défunt mari à l'époque où le quartier avait encore des domestiques et des manucurés, et où les gens se souciaient d'utiliser du vrai lin. Elle m'a trouvé à l'ombre du vieux magnolia. Ses talons s'enfonçaient légèrement dans l'herbe alors qu'elle se penchait, les yeux pétillants sous son large chapeau. J'ai entendu ce que la mariée a dit, commença-t-elle, sans préambule. Je n'ai rien dit. Elle a siroté sa citronnade. Ils oublient qui a construit la maison dans laquelle ils font la fête. Toujours rien, mais j'ai soutenu son regard. Liliane a souri. Eh bien, n'oubliez pas qui regarde encore, ma chère, et qui se souvient d'où vient l'Empire. Puis elle a tourné les talons, ses talons claquants, et m'a laissé là, avec les oiseaux qui pépiaient comme s'ils ne savaient rien. J'ai pris ce moment pour ce qu'il était, une prise de conscience silencieuse, du genre qui ne fait pas les gros titres mais qui change les avenirs.
En fin d'après-midi, j'étais de retour dans la bibliothèque, la seule pièce du domaine épargnée par les fleuristes et les chemins de table mon sanctuaire. J'ai sorti le dossier du tiroir, celui que Victor avait mis à jour le mois dernier. Il contenait tous les documents de la fiducie. Les clauses d'urgence. Les plans de succession. Le nom de Zacharie y figurait à 3 reprises. Je l'avais retiré d'un endroit la veille, mais maintenant, je regardais de plus près. Il y avait une section que j'avais ignorée trop longtemps, les privilèges de fiduciaire, pas la propriété. L'influence, le pouvoir, les droits de décision sur des actifs qui ne lui appartenaient pas, mais qui l'auraient été avec le temps. Fini. J'ai appelé Victor pour un avenant à la fiducie du domaine. Je lui ai dit, avec effet immédiat, de priver Zacharie de tout pouvoir discrétionnaire. Je ne veux pas qu'il co-signe la facture d'un traiteur, encore moins un projet de développement. Compris, a-t-il dit sans hésitation. Et la raison? La trahison, ai-je dit, tant dans le ton que dans le contenu. Il y eut un silence. Puis, je le ferai déposer avant minuit. J'ai raccroché et, pour la première fois depuis la cérémonie, je me suis permis de respirer. Vous savez quoi? Les gens oublient que le silence ne signifie pas la reddition. Il signifie l'observation, le calcul, et parfois, la reconquête. Le mariage s'est terminé au crépuscule. Le DJ est passé des playlists soigneusement choisies aux classiques surexploités. Zacharie a refait le tour, serrant des mains comme un politicien, ignorant combien de ses mains le tapotaient plus qu'elle ne le louait. Isabelle n'était que bise sur les joues et gratitude performative, remerciant les invités pour leur soutien à notre union, comme s'ils étaient des donateurs et que c'était une campagne. J'ai croisé son regard une fois. Elle était radieuse en apparence, mais ses yeux, ils vacillaient. Elle ne connaissait pas les détails, pas encore, mais quelque chose avait changé, et elle le sentait comme un caillou dans sa chaussure. Hélène m'a passé une dernière liste d'invités alors que nous partions. Ceux qui avaient envoyé des mots, ceux qui avaient demandé de mes nouvelles, et ceux qui, de manière notable, ne l'avaient pas fait. Je l'ai parcouru dans la voiture en rentrant. Une ligne, manuscrite de son écriture soignée en bas, disait « Liliane de Courcy a offert un album photo des plans originaux du domaine. A dit, vous pourriez vouloir les récupérer. » J'ai souri. Il pensait lancer une nouvelle dynastie, mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que le sol sur lequel il se tenait m'appartenait toujours. C'était une simple requête, vraiment. Je n'ai pas fait de scène, je n'ai même pas élevé la voix. C'est le propre des femmes comme moi, nous n'avons pas besoin de volume, nous avons de la précision. Hélène, ai-je dit, en retirant mes gants alors que nous approchions de la maison principale. Montez à la suite nuptiale et récupérez ce qui m'appartient. Elle n'a pas demandé quoi, elle ne le fait jamais, et je ne lui ai pas tout dit, juste que quelques objets personnels du coffre familial avaient été prêtés pour le mariage d'Isabelle. Sur le papier, cela semblait charmant. Une bague de famille, un peigne incrusté de perles, une touche de « quelque chose d'ancien » de la matriarche de Sinclair Design, un geste adorable. Mais je n'avais rien prêté. Il l'avait pris 2 nuits avant le mariage. L'assistante d'Isabelle avait contacté directement le régisseur de mon domaine, me court-circuitant complètement, affirmant que Marguerite avait déjà approuvé le prêt de la collection d'héritage, leur donnant même les codes de sécurité. Hélène me l'avait signalé, je lui avais dit de laisser faire. Pourquoi? Parce que parfois, il faut laisser les gens vous montrer qui ils sont quand ils pensent que vous ne direz rien. J'ai donc attendu, et bien sûr, la voilà ce matin-là, Isabelle. Resplendissante d'un pouvoir d'emprunt. La bague en saphir de ma grand-mère à sa main droite, le peigne en ivoire de ma mère retenant ses boucles, souriant au photographe comme une reine. Drôle, n'est-ce pas? Elle aurait pu demander une phrase, une once de respect, mais elle a pris, supposant que je n'oserais pas faire d'histoire. Eh bien, je n'en ai pas fait. J'ai passé un coup de fil, et maintenant Hélène se tenait sur le seuil de la suite nuptiale, calme comme toujours, tandis qu'Isabelle serrait la bague comme si elle était sienne. Je ne comprends pas, a dit Isabelle, sa voix juste assez aiguë pour porter dans le couloir. Hélène n'a pas bronché. Madame Sinclair a demandé la restitution immédiate de tous les objets de famille de son coffre personnel. Mais je les porte encore. Elle a ri comme si c'était un malentendu ridicule. Nous n'avons pas encore fini les photos. Hélène a simplement ouvert une petite pochette en velours. On aurait entendu une mouche voler. Même les stylistes se sont figés, fer à friser en l'air. L'expression d'Isabelle a vacillé. C'est ridicule. Hélène n'a pas répondu. Dites-lui que je rendrai tout après la lune de miel. Hélène a dit, froide comme l'hiver. Madame Sinclair a été très claire. Aujourd'hui.
Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir une femme habituée à contrôler la pièce réaliser qu'elle ne possède pas les clés. Isabelle a retiré la bague lentement. Elle a même essayé de se montrer gracieuse, comme si elle faisait une faveur à une aînée acariâtre, mais sa mâchoire se serrait à chaque tour. Elle a arraché le peigne de ses cheveux et a tendu les deux objets à Hélène comme s'ils étaient en feu. Hélène les a placés délicatement dans la pochette, a fait un signe de tête sec et est partie sans un mot de plus. Au moment où nous sommes arrivés à la voiture, elle me l'a tendue. J'ai ouvert la pochette et j'ai caressé la surface froide du saphir. Il brillait à la lumière comme s'il avait retenu son souffle. Cette bague avait survécu à 3 générations de femmes Sinclair, portées dans des salles de conseil, sur des champs de bataille et dans des salles d'accouchement. Ce n'était pas un accessoire pour une story Instagram. Je l'ai glissé à mon doigt, ma bague, ma lignée. Hélène m'a regardé, les yeux doux mais fiers. Je suppose qu'elle pensait que la portée la faisait entrer dans l'histoire. J'ai dit qu'elle avait oublié qui avait écrit l'histoire. Hélène a répondu. De retour au domaine, les mariés prenaient déjà des photos de groupe. J'ai vu Isabelle sourire, poser, pencher la tête juste comme il faut, sans bague, sans peigne, rien d'emprunté sauf son nom de famille. Elle n'a pas fait de scène, c'est ce qui m'a surprise. Mais je suppose qu'elle pensait que c'était fini, que j'avais fait ma petite démonstration de force et que j'allais maintenant me fondre à nouveau dans mon rôle décoratif, détaché, déférent. Pauvre enfant. Le lendemain, j'ai fait récataloguer le coffre tout enregistré, étiqueté, sécurisé, code d'accès changé, inventaire vérifié 2 fois. Hélène s'en est occupée, bien sûr. Elle a même scellé la collection d'héritage dans des boîtes sans acide et les a placées dans les archives climatisées, juste jusqu'à ce que quelqu'un mérite le droit de les porter, a-t-elle dit. Ce soir-là, j'ai retiré la bague et l'ai posée dans ma coupelle de chevet. Elle avait fait son travail pour l'instant. Vous voyez, je ne récupérais pas seulement des bijoux, je récupérais une lignée. Et Isabelle, elle a peut-être descendu l'allée avec le nom de mon fils, mais elle ne toucherait plus jamais à notre héritage. Ça a commencé avec un tableur, pas une confrontation, pas un cri, juste un tableur envoyé par l'organisatrice du mariage d'Isabelle avec pour objet, confirmation finale des fonds de la liste de mariage et transfert de cadeaux. 38 entrées, 38 transactions généreuses, allant d'un fonds de voyage de 10 000 € à un crédit pour des meubles de designer de 7 500 €, tous prétendument offerts par Marguerite Sinclair, mère du marié. Je l'ai lu 2 fois, je n'avais rien autorisé de tout cela. Vous voyez, il supposait que l'argent coulerait à flot comme le champagne. Il supposait que le nom Sinclair n'était pas seulement une source de fierté, mais un robinet qu'ils pouvaient ouvrir librement, discrètement, automatiquement. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que j'ai bâti ma fortune sur les détails, et que je lis chaque ligne. Hélène, ai-je dit dès qu'elle est entrée, combien de ces transferts ont été effectués? Elle s'est penchée sur mon épaule, a scanné le document avec la précision d'un neurochirurgien. 3 jusqu'à présent, a-t-elle dit. Les autres sont en attente. J'ai hoché la tête, pris le téléphone et appelé Victor. Je veux un blocage sur tous les transferts sortants liés au mariage, ai-je dit. Immédiat, en citant des divergences administratives. Victor n'a posé aucune question. Ce sera fait avant le coucher du soleil. J'ai raccroché et laissé le silence s'installer autour de moi. Quelques heures plus tard, les emails ont commencé. Isabelle, bien sûr, ne m'a pas écrit directement. Elle a chargé son assistante de le faire. Juste une note rapide pour clarifier une certaine confusion concernant les contributions à la liste de mariage. Nous avons remarqué que quelques articles en attente ont été retardés. Souhaitez-vous que nous renvoyions les numéros de compte? Je n'ai pas répondu. Hélène a rédigé une seule phrase en réponse. En cours d'examen, veuillez patienter. Nous avons envoyé cela, rien de plus. Il n'a pas fallu longtemps pour que les murmures recommencent, cette fois parmi les invités. Au début, c'était subtil. Pendant le brunch du lendemain, j'ai entendu un ancien client murmurer à sa femme. « Tu as entendu que le fonds de voyage a été refusé ?» Une autre invitée s'est penchée, cachant à peine son sourire. Je pensais que les Sinclair payaient pour tout. C'est ce qu'elle nous a dit au brunch du spa. Et juste comme ça, le vernis s'est écaillé. Isabelle l'a remarqué la première. Ses sourires étaient plus crispés maintenant, ses yeux balayant les tables. Zacharie se tenait à ses côtés, riant trop fort de rien, prétendant que l'attention n'avait pas un goût de vinaigre. Hélène et moi nous tenions près des hortensias, le long du mur du fond. Je n'avais pas besoin de me mêler à la foule. La pièce parlait déjà. Victor a envoyé un texto en milieu de matinée.
Tous les fonds gelés en attente de confirmation d'autorisation. Juridiquement solide. Bien. Ce soir-là, j'ai examiné la liste de mariage complète, ligne par ligne. Ce n'était pas seulement généreux, c'était avide. Un portrait à l'huile sur commande, un abonnement d'1 an à un service de fleurs de luxe, des bagages monogrammés sur mesure pour leur lune de miel autour du monde, le tout à mon nom. Et l'insulte finale. Une demande pour une retraite privée en couple au lac de Caume, prix 18 200 €. Le donateur était indiqué comme Mademoiselle Marguerite Sinclair, mère du marié et bienfaitrice de l'héritage familial. Bienfaitrice de l'héritage familial, c'est à ça qu'il m'avait réduite. Pas une personne, une source de financement, un slogan. Le lendemain matin, j'ai demandé à l'équipe financière d'envoyer un message révisé à chaque fournisseur de cadeaux. Notre bureau regrette une erreur administrative dans les récentes dépenses liées à l'événement Sinclair. Tous les cadeaux non autorisés doivent être annulés. Les contributions futures devront être dirigées conformément aux directives mises à jour du domaine. Je pouvais presque entendre le cri d'Isabelle depuis l'autre bout de la ville. Le même jour, Madame de Courcy est passée, disant qu'elle était juste dans le quartier, bien que son chauffeur portât un smoking et que son rouge à lèvres fût étrangement frais pour midi. Elle a siroté mon expresso et m'a étudié avec une admiration non dissimulée. Je vois que l'Empire est toujours bien entretenu, a-t-elle dit, tapotant son ongle manucuré contre la porcelaine. La rumeur dit que la liste de mariage a été ajustée. J'ai souri. Juste un peu de ménage dans les comptes. Madame de Courcy a gloussé, ses perles captant la lumière. Vous leur avez peut-être offert un mariage, mais vous ne leur avez rien donné qu'ils puissent encaisser. Plus tard dans l'après-midi, Akari a appelé. J'ai laissé le répondeur. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air effrayé. Salut maman, il y a eu une certaine confusion au sujet des transferts. On pensait que tout était organisé comme tu le voulais. Appelle-moi quand tu peux, d'accord ? Je ne l'ai pas fait. Je me suis assise sur le balcon de mon bureau, j'ai regardé le soleil plonger derrière la haie, et j'ai pensé à l'héritage, pas seulement à ce que nous laissons derrière nous, mais à ce que nous retenons. Ils voulaient les avantages de mon nom sans le fardeau de ma mémoire. Eh bien, qu'ils paient leurs propres factures. Je ne sais pas quand exactement Akari et Isabelle ont commencé à me qualifier de stratège, mais quelque part en cours de route, l'amour est devenu une négociation. Et quelque part après ça, j'ai arrêté de donner sans tenir de registre. Alors, quand j'ai retrouvé Victor à son bureau la semaine suivante, je ne portais pas de noir, je portais du bleu marine. Le pouvoir sans le deuil. Il a ouvert lui-même la porte de la salle de conférence, pas d'assistante. C'était son signe, il savait déjà de quoi il s'agissait. Je veux modifier le testament, ai-je dit avant même de m'asseoir. Victor a haussé un sourcil. Zacharie est déjà hors de la structure de contrôle de la fiducie. Vous le voulez entièrement hors du testament ? Non, ai-je dit, en dépliant lentement mon gant. Ce serait trop évident. Je veux qu'il soit éclipsé. Victor s'est adossé, les doigts joints. Je veux que la majeure partie du patrimoine soit redirigée, ai-je continué, vers des programmes de bourse, des subventions au logement, des dotations pour des étudiants en design issus de milieux défavorisés. Et le reste ? J'ai souri. Pour Hélène. Ses lèvres ont tressailli. Bien mérité. Je maintiendrai une petite fiducie pour Zacharie et Isabelle, juste assez pour que personne ne meure de faim, mais largement assez pour qu'ils me croient encore généreuse. Victor a hoché la tête, prenant déjà des notes. Nous avons passé 1 heure à ajuster la structure, à démanteler les os de ce qui aurait été leur filet de sécurité et à les tisser en quelque chose de nouveau, de durable. Je ne l'ai pas fait par dépit, pas vraiment. C'est l'idée fausse que les gens ont des femmes comme moi. Ils pensent que nos limites sont de la vengeance, que notre clarté est de la cruauté. Mais ceci, c'était une protection contre la manipulation, la culpabilité, la longue portée des gens qui sourient en aiguisant le couteau derrière votre dos. Victor a poussé un dossier sur la table. J'ai vu mon propre nom tapé sur la couverture, Marguerite Sinclair, plan de succession révisé. J'avais soutenu Zacharie pendant ses études de droit. Pendant sa première start-up ratée, pour la compte de cette monstruosité surdécorée qu'ils appellent leur maison. Il m'avait dit un jour que je l'étouffais avec ma structure. Eh bien, maintenant je l'avais structurée hors de toute influence. Alors que nous terminions, Victor a hésité. Vous devriez savoir, a-t-il dit, baissant la voix, j'entends des rumeurs sur Isabelle. J'ai scié. Quel genre de rumeurs ? Il a sorti son téléphone et a ouvert un message.
Des chuchotements selon lesquels elle envisagerait de faire circuler l'idée d'une grossesse. Opportunément programmée. Aucune confirmation médicale pour l'instant, bien sûr. J'ai fixé l'écran. Ce n'était pas choquant. C'était du Isabelle tout craché. Elle ne planifiait pas des fêtes, elle orchestrait des coups. Elle avait déjà organisé une baby shower pour un chien juste pour faire parler d'elle. Une vraie grossesse, c'était un levier. Victor s'est éclairci la gorge. Je vous le dis seulement parce qu'elle a été vue en train de parler à des avocats spécialisés dans les clauses de tutelle. Tutelle ? Ai-je demandé, les mots acérés dans ma bouche. Elle pourrait préparer le terrain, a-t-il dit prudemment, vous dépeignant comme imprévisible, potentiellement inapte. J'ai senti mon rythme cardiaque ralentir. Inapte, comme une femme avec trop d'opinion, trop de mémoire, trop de pouvoir. Victor a ajouté doucement, nous avons déjà vu cette tactique, Marguerite. Des matriarches riches déclarées confuses, convaincues de signer des choses qu'elles ne comprennent pas entièrement, déplacées de leur maison pour leur sécurité. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé à nouveau le dossier. Puis j'ai pris mon téléphone. Hélène, ai-je dit. Quand elle a décroché, j'ai poursuivi. Organiser un audit complet des archives, numériques, papier, verbal. Chaque conversation que j'ai eue avec Zacharie ou Isabelle au cours de la dernière année qui a touché à l'argent, à la propriété ou à l'accès au domaine. Je veux que ce soit catalogué. Compris, a-t-elle dit immédiatement. Et à l'avenir, ai-je ajouté, pas de réunion privée sans registre de témoins. Aucune exception. Même pour Zacharie. Surtout Zacharie. Nous avons raccroché. Victor m'a versé un thé, un Earl Grey comme toujours, et nous sommes restés assis un moment dans le silence confortable d'une longue amitié. Vous ne planifiez pas seulement, a-t-il dit après un moment. Vous défendez un royaume. Non, ai-je dit doucement, en regardant la vapeur s'enrouler dans l'air. Je me défends d'une famille qui me voit comme un trône sur lequel ils attendent de s'asseoir. Il n'a rien dit, il n'en avait pas besoin. Plus tard dans la nuit, j'ai parcouru les couloirs du domaine et laissé mes doigts tracer les cadres sur le mur. Ma photo de mariage, Zacharie à 6 ans couvert de glaçage, mon premier bureau, l'inauguration de l'entreprise, mon mari tenant un Zacharie bambin sur ses épaules. Toute une vie arrangée comme une exposition de musée. Un héritage, oui, mais plus le leur a hérité. Le brunch d'adieu s'est tenu sous la pergola, où les hortensias blancs ployaient sous leur propre beauté et où la brise sentait légèrement l'eau de rose et la pourriture. Je portais du lin crème, sans bijoux, sans armure, juste de la contenance. Qu'il la sous-estime. Les invités sirotaient des mimosas et grignotaient du saumon fumé, riant plus fort que nécessaire, comme le font les gens quand ils sentent une tension mais ne veulent pas la nommer. Isabelle flottait entre les tables, tout en soie pastel et en sourire. Si je n'avais pas su, j'aurais pu croire qu'elle était radieuse. Mais je sais, c'est la malédiction de l'expérience. On voit quand une femme vend quelque chose, et ma chère Isabelle était en tournée marketing. Zacharie se tenait près de la fontaine de champagne, la mâchoire serrée, riant faussement avec un ami de la finance dont je n'ai jamais pris la peine de retenir le nom. Il ne s'est pas approché de moi, pas une seule fois. Ça ne me dérangeait pas, j'attendais mon heure. Vers la fin du brunch, le DJ a coupé le jazz et a demandé l'attention de tous. Un micro a été passé. Isabelle a fait signe à Zacharie de le prendre. À la place, je me suis levée. Il y eut une brève bousculade. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Zacharie a paru surpris, et le sourire d'Isabelle a tressailli. Juste un mot. Je ne vous retiendrai pas longtemps, ai-je dit, la voix claire et chaude, comme si rien au monde ne s'effondrait. Je veux juste remercier tous ceux qui ont voyagé jusqu'ici, qui se sont tenus sous le soleil d'été, et qui ont porté un toast à ce nouveau chapitre de notre famille. Il y eut des hochements de tête, des applaudissements discrets. Mais je veux aussi dire quelque chose sur l'héritage. Là, ils se sont penchés. L'héritage ne se construit pas sur des photographies, ai-je dit, me tournant légèrement vers le montage encadré sur le chevalet. Photos de fiançailles, clichés de vacances, ces horribles portraits filtrés sur lesquels Isabelle insistait pour leur donner un air intemporel. Il ne se construit pas sur la richesse, les listes de mariage ou les monogrammes assortis. J'ai marqué une pause. L'héritage se construit sur l'amour, un amour discret, sans fioriture, incommode. Le genre qui se présente après la chimio, le genre qui se souvient de votre tarte préférée, le genre pour lequel vous n'avez pas à passer une audition. On aurait entendu une mouche voler, même les cigales semblaient s'être tues. J'ai alors souri, pas gentiment, mais pleinement.
Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que l'héritage n'est pas ce que vous laissez derrière vous. C'est qui garde votre nom en sécurité dans sa bouche. J'ai levé mon verre à la vérité, et à quiconque l'a dit quand vous n'êtes pas dans la pièce. Il y eut un long silence avant que les applaudissements ne commencent. Madame de Courcy a applaudi la première, puis Hélène, puis quelques autres ont suivi, hésitant mais assez fort. Le visage de Zacharie était figé dans ce masque que portent les hommes lorsqu'ils essaient encore de calculer s'ils viennent d'être insultés. Isabelle se tenait parfaitement immobile, tenant son mimosa comme une arme qu'elle avait oublié comment utiliser. J'ai posé mon verre et je suis partie, pas de façon dramatique, juste délibérément, comme une femme qui sait exactement où elle va et ne demande plus la permission pour y arriver. Hélène m'a rattrapée près du treillis de roses. « Eh bien, dit-elle légèrement, ça sera dans les pages mondaines avant le dîner. » Je lui ai tendu ma pochette. « Bien, qu'ils impriment la vérité pour une fois. » Elle a jeté un regard en arrière. Zacharie ressemblait à un homme essayant de compter des grains de sable, Isabelle à quelqu'un essayant d'allumer une allumette dans le vent. Nous n'avons pas ri, parce que ce n'était pas drôle, pas vraiment. C'était juste honnête. Ce soir-là, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte de mon bureau, sans écriture, sans timbre. À l'intérieur, une seule carte de correspondance, monogrammée. Tu n'étais pas obligé de nous humilier. Pas de signature, mais la police criait Isabelle. Je l'ai brûlée dans la cheminée, puis j'ai écrit une lettre à mon tour à Victor, détaillant ce qui venait de se passer, l'enregistrant, le cataloguant, gardant la vérité en lieu sûr. Parce que c'est ça, le véritable héritage, pas seulement ce dont vous vous souvenez, mais ce que vous enregistrez. J'ai tout entendu. Les murs n'étaient pas aussi épais qu'ils le pensaient. Une fois les invités partis et le personnel ayant commencé à débarrasser les flûtes de cristal et à ramasser les serviettes en lin pliées en cygne, je me suis dirigée vers le couloir et pour récupérer mon châle. Mes os me font mal quand le soleil se couche, peu importe la chaleur de la journée. Une vie en talons fait ça à une femme. Je me suis arrêtée sur le palier du premier étage, juste devant la suite nuptiale. La porte était entr'ouverte d'un centimètre, les voix à l'intérieur, vives et familières. Tu avais dit qu'elle serait prévisible, cingla Isabelle. Tu avais dit qu'elle ferait son numéro de matriarche gracieuse et se laisserait faire comme toujours. La voix de Zacharie suivit, plus basse mais froide. Eh bien, ce n'est manifestement pas le cas, et maintenant la moitié de nos invités pensent qu'on ne peut pas se payer notre propre lune de miel. Une pause, puis Isabelle à nouveau, sont-on plus bas maintenant, plus acérés? Combien de temps devrons-nous faire semblant de la tolérer? Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas bougé. Zacharie a soupiré. Juste assez longtemps pour qu'elle fasse un faux pas. Elle a presque 75 ans. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une déclaration confuse enregistrée, un médicament oublié, quelque chose que nous pourrons montrer à un juge. Les mots ont frappé comme un deuxième couteau. Pas une trahison d'affection cette fois, mais une trahison d'intention. Elle ne va rien nous donner sur un plateau, dit Zacharie. Isabelle rétorqua. Alors tu vas devoir le prendre. Elle me fait confiance, murmura-t-il. Elle l'a toujours fait. Eh bien, dit-elle avec un rire amer, plus maintenant. Il y eut un bruit de verre qu'on pose, puis sa voix à nouveau, basse, comme du poison dans du thé. Si nous voulons le contrôle, nous devons agir avant qu'elle ne réécrive tout. Trop tard. J'avais déjà tout réécrit. Je suis restée là, immobile, sans respirer, jusqu'à ce que leur voix s'estompe et que j'entende la porte se fermer. Alors j'ai fait demi-tour, je suis retournée calmement à mon bureau et j'ai récupéré le petit enregistreur vocal que je gardais pour la dictée. Hélène l'avait glissé dans ma pochette après le brunch, juste au cas où. Elle avait toujours 2 coups d'avance, même sur moi. Je n'ai pas pleuré, j'ai enregistré ma déposition, parlant lentement et clairement, l'heure, le lieu, le contenu de la conversation. Je l'ai signé et daté. Hélène l'a contresignée. Victor l'a reçu dans une enveloppe scellée dans l'heure. Une preuve à ne pas utiliser aujourd'hui, ni demain, mais un jour, si nécessaire, elle suffirait. Je me suis versé un verre de vin après le départ d'Hélène, pas mon pinot habituel, quelque chose de plus sombre, un merlot. Je l'avais ouvert une fois pour la remise de diplôme de Zacharie. Je me souviens qu'il l'avait détesté. À l'époque, il le trouvait trop amer. Eh bien, j'y avais pris goût. Je me suis assise dans le fauteuil à haut dossier de mon salon privé, celui que Jacques avait choisi à Florence quand il croyait encore qu'un fauteuil pouvait réparer un dos, et j'ai laissé la vérité s'installer. Il n'attendait pas seulement que je meure, il planifiait comment me pousser. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai écouté le silence entre les pièces, le vent contre les volets,
les derniers mots que mon fils a prononcés sans savoir que j'écoutais. Juste une déclaration confuse enregistrée. Voilà ce que j'étais pour lui maintenant, une vulnérabilité à documenter, un passif à exploiter. On ne se remet pas d'entendre ça. On change. J'ai regardé le portrait au-dessus de la cheminée, celui de Zacharie à 9 ans, portant son uniforme de baseball et souriant comme si le monde était encore pur. J'ai murmuré au portrait. J'ai élevé un garçon qui est devenu ça. Puis j'ai sorti l'enveloppe avec les codes d'accès de secours de la fiducie et je les ai déplacés. Nouvelle banque, nouvelle structure, nouvelle contingence. Hélène et Victor en ont reçu des copies, mais pas la famille, plus maintenant. Le deuxième couteau ne m'a pas fait saigner. Il m'a fait voir. La beauté de la haute société, ma chère, c'est que sa loyauté n'est qu'une façade. Grattez le vernis des toasts au champagne et des sourires de club de golf, et vous obtenez des réseaux de chuchotements, des charognards bien habillés qui attendent de voir de quel côté le vent va tourner. Alors je leur ai donné du vent. Pas une rafale, une brise. Subtile, parfumée d'argent ancien et de quelque chose de vaguement acide, comme un fruit trop mûr. Ça a commencé par un déjeuner organisé par Hélène. C'était discret, choisi 6 femmes que je connaissais depuis des décennies, des épouses d'architectes, de doyens, de mécènes, le genre de femmes qui n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'une tempête approche, elles assentent dans le linge de maison. Je n'ai pas mentionné Akari ou Isabelle, je n'en avais pas besoin. J'ai simplement laissé échapper quelques vérités, comme des perles d'un collier cassé. Oh, je me suis retiré du conseil de la fiducie, la fatigue de l'héritage, je suppose. J'ai décidé de financer directement des initiatives pour les femmes, en contournant la bureaucratie familiale. Quand vous avez tout donné à quelqu'un et qu'il vous traite encore comme un portefeuille avec des opinions, il est temps d'ajuster le patrimoine. N'êtes-vous pas d'accord? Elles ont acquiescé. Elles acquiescent toujours quand une femme de pouvoir semble enfin la reprendre en main. À la fin du déjeuner, 2 d'entre elles avaient demandé à rencontrer Victor. Une m'a glissé la carte d'une fondation pour les femmes à Paris, et toutes les 6 sont parties en sachant que Marguerite Sinclair ne laissait plus son fils représenter l'Empire. Le lendemain, j'ai envoyé une bouteille de la cave à Madame de Courcy, un cadeau, un signal. La semaine suivante, elle a organisé son propre brunch. Aucun Sinclair n'était invité, mais j'ai entendu dire que mon nom avait été mentionné 9 fois. Nul besoin de faire la guerre pour changer les perceptions. Il suffit de rappeler aux gens de qui ils tireront le plus de bénéfices. Zacharie a appelé pendant cette période, 2 fois. Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté, mais parce que je laissais le silence faire son œuvre. Le silence rend les gens nerveux. Il les fait parler. Et ils ont parlé. Un par un, j'ai commencé à entendre des choses. Hélène arrivait avec son presse-papier et disait « Monsieur Channing a mentionné que la fondation d'Isabelle s'est vue refuser des fonds de contrepartie. Il semble qu'il ne la considère plus comme une partie décisionnaire. » Ou « Les Pétons ont avancé leur garden party au début du printemps. Ils ne voulaient pas que ce soit trop proche de la collecte de fonds des Sinclair. » Ce n'étaient pas des accidents. C'étaient des recalculs. Et Zacharie l'a remarqué. Lors de la réunion trimestrielle du conseil, la première que je manquais en 12 ans, il l'a mentionné officiellement. « Je suis préoccupé par l'image », a-t-il dit, tripotant son stylo man blank comme si c'était un radeau de sauvetage. Il y a eu une confusion sur la direction. Certains de nos donateurs sont incertains. Victor, assis 2 chaises plus loin, l'a regardé droit dans les yeux et a dit « C'est la conséquence de se tenir dans l'ombre de quelqu'un. On ne sait jamais quand la lumière va changer. Quelle forme la vôtre dessinera-t-elle » Zacharie n'a pas répondu. J'ai bu un verre de vin ce soir-là, seul. Pas pour célébrer, cependant. Il y avait de la satisfaction, mais c'était parce que pour la première fois depuis des mois, je me sentais stable. La vengeance n'était plus le but. La reconquête l'était. Mon identité avait été enfouie sous des titres trop longtemps. Mère, veuve, fondatrice, bienfaitrice. Maintenant, j'étais Marguerite, et Marguerite n'avait à justifier rien du tout. Hélène et moi avons mis à jour l'annuaire interne de Sinclair Design plus tard cette semaine-là. Le titre de Zacharie est resté le même, mais le mien? Fondatrice émérite. Sans numéro de transfert. Qu'ils envoient leurs questions dans le vide. Ils ont toujours cru que l'entreprise était à lui. C'est la blague, en fait. Que Zacharie, avec ses costumes sur mesure et ses cheveux savamment décoiffés, était l'architecte du succès de Sinclair Design. Mais Zacharie n'a jamais rien construit. Il a hérité d'un échafaudage et a appelé ça de la vision. Alors je lui ai montré ce que ça faisait quand l'échafaudage glissait. Ça a commencé avec le portefeuille fantôme.
C'est comme ça que Victor et moi l'appelions toujours, les participations discrètes, les investissements que j'avais faits au fil des décennies. Beaucoup au nom de Sinclair, d'autres dans des fiducies aveugles, immobilier, société écran, droit de licence, brevet dormant. Pas glamour, pas digne des gros titres, mais solide, rentable, et entièrement contrôlé par moi. Zacharie n'en avait aucune idée. Pour lui, ce n'était que des chiffres sur un bilan, des succès qu'il paradait aux réunions du conseil sans jamais demander d'où ils venaient. Alors, un mardi matin, devant un café et des toasts au citron, j'ai commencé à céder mes parts. Pas tout d'un coup, juste assez pour créer une secousse. Un groupe hôtelier de charme que nous avions discrètement soutenu a vendu son accord de licence avec l'entreprise de textile scandinave. J'ai réattribué les droits de marque longtemps dormants de la collection Héritage Sinclair, autrefois destinée à être le projet fétiche d'Isabelle, racheté en totalité par une association à but non lucratif que j'ai fondée le jour même. À la fin de la semaine, un tiers des succès de Zacharie s'était évaporé, et personne ne pouvait remonter jusqu'à moi. Parce que c'est le propre des fantômes, ils hantent mieux quand ils sont invisibles. Victor m'a appelé ce vendredi-là, la voix froide et impénétrable. Votre fils a demandé une réunion avec le conseil pour discuter des irrégularités dans le portefeuille. Dois-je vous prévoir? Non, ai-je dit. Laissez-le expliquer le château de cartes sans moi. Hélène et moi nous sommes assises dans le jardin cet après-midi-là, sirotant du thé glacé. Les camélias fleurissaient trop tôt, toujours un signe de faux printemps. Il a appelé 2 fois aujourd'hui, a-t-elle dit, jetant un œil à son téléphone. A laissé un message vocal. Veut, je cite, clarifier tout malentendu. Je ne suis pas confuse, ai-je répondu. C'est lui qui l'est. Ce soir-là, le conseil d'administration de Sinclair a publié une déclaration sur une restructuration interne en cours. La presse l'a à peine remarqué, mais les cercles qui comptaient l'ont fait. Le nom de Zacharie a cessé d'apparaître sur les prospectus de collecte de fonds. Une réunion de partenariat qu'il devait animer au Conseil du Design a été annulée sans raison publique. L'empire ne s'était pas effondré, mais il avait été taillé, proprement, chirurgicalement, et Zacharie saignait d'endroits qu'il ne pouvait pas voir. J'ai reçu une lettre 2 jours plus tard, manuscrite. Ça m'a surprise. Mère, je ne comprends pas ce que tu fais. J'ai travaillé si dur pour garder cette famille forte, pour honorer ce que tu as bâti. Je sais qu'Isabelle a fait des erreurs, mais elle essaie. Nous essayons. Pourquoi nous exclus-tu de tout? S'il te plaît, parlons. J'ai fixé la page. Travaillé si dur. Il était entré dans une structure bâtie sur mon dos et avait décidé de redécorer. Et maintenant que les lumières vacillaient, il demandait pourquoi les fondations tremblaient. Hélène m'a trouvé avec la lettre sur les genoux et un regard lointain. Ça va? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Je n'arrête pas de penser que je lui ai tout donné, et il a regardé ça comme si c'était un menu. Elle n'a rien dit, a juste posé une tasse de thé à côté de moi. J'aurais dû le faire mériter, ai-je murmuré, ou au moins le faire comprendre. Elle m'a doucement touché l'épaule. C'est ce que vous faites maintenant. J'ai plié la lettre, sans répondre. À la place, j'ai appelé Victor. Je veux faire don des revenus de la licence à des femmes en logement de transition, lui ai-je dit. Utilisez le nom. Que la marque Sinclair signifie à nouveau quelque chose. Il a expiré dans un petit rire reconnaissant. Ça va piquer. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Zacharie n'a jamais compris que l'argent n'achète pas les fondations, et quand votre succès est bâti sur un échafaudage d'emprunt, le fantôme finit toujours par se manifester. C'est arrivé dans une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour, sans cachet, juste une photographie. Je l'ai reconnu instantanément, le jour de la remise de diplôme de Zacharie. Il avait 23 ans, le visage rougi par le champagne et l'ego, debout à côté de moi, un bras passé sur mon épaule. Je portais ce tailleur bleu marine avec les boutons de perles, celui que Jacques appelait mon armure. Nous sourions, vraiment. Au dos était collée une note écrite de ma propre main. La dernière fois que tu m'as regardé avec respect. Hélène m'avait demandé si je voulais la livrer en personne. J'ai dit non. Elle devait atterrir là où il se sentait le plus en sécurité. Alors nous l'avons postée à son bureau. 2 jours plus tard, il a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu, j'ai laissé le silence parler. À la fin de la semaine, il s'est présenté au domaine, seul, sans Isabelle, sans chauffeur, sans sourire prêt pour les caméras, juste Zacharie dans un blazer froissé avec un visage qui paraissait plus vieux que ses 39 ans. Je ne l'ai pas invité à entrer.
Nous nous sommes assis dehors sous le figuier, comme nous le faisions quand il était petit, couvert de coups de soleil et plein de questions. J'ai reçu ta note, a-t-il dit finalement, tripotant l'enveloppe comme si elle pouvait le mordre. J'ai hoché la tête. Je la méritais. Silence à nouveau. Il a pris une profonde inspiration. Tu crois que je ne sais pas que j'ai tout gâché? Que je l'ai laissé te parler de haut? Que je suis restée là sans dire un mot? Je déteste cette version de moi, maman. Je ne l'ai pas corrigée, car il ne détestait pas cette version. Il détestait qu'elle ait des conséquences. Je voulais juste construire quelque chose, a-t-il dit, être quelqu'un. Tu étais quelqu'un, ai-je dit doucement, bien avant les sièges au conseil et les chaussures de créateur. Tu étais à moi. Il a dégluti. Je le sais maintenant. C'est ça le problème, ai-je dit. Tu le sais maintenant, après tout? Il a baissé les yeux sur ses mains. Tu me manques, a-t-il dit. J'ai regardé vers le jardin où mes camélias commençaient à se faner au soleil. Manquer à quelqu'un ne signifie pas qu'on le récupère, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. Je ne suis pas venu pour demander quoi que ce soit, a-t-il dit. Ni argent, ni accès. Je ne voulais juste plus être un fantôme. Pendant un instant, j'ai failli m'adoucir, mais je me suis souvenu de l'enregistrement, de sa voix dans cette pièce. Juste une déclaration confuse enregistrée. Je me suis souvenu qu'il n'était pas là parce qu'il s'était réveillé avec un changement de cœur. Il était là parce que le sol sous ses pieds s'était effondré. Tu sais ce qui fait le plus mal? Ai-je demandé. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les votes du conseil, ni les documents du domaine, ni cette maudite bague de famille. Il m'a regardé. C'est de savoir que j'ai élevé un fils qui est resté à côté d'une femme pendant qu'elle se moquait de moi, qui m'a regardé être effacé un moment public à la fois, et qui n'a rien fait. Sa voix s'est brisée. Je ne pensais pas que tu t'en soucierais. C'était la blessure fatale. Tu pensais que je ne ressentais rien. Je pensais que tu continuerais juste à être forte. Ah, la voilà. Je me suis alors levée, lentement, prudemment. Pas par colère, mais par finalité. Je suis forte, ai-je dit. C'est pourquoi je ne suis plus en colère. Il a scié. J'en ai fini, ai-je dit. Ce n'est pas de la rage, c'est la paix. Il s'est levé aussi, comme un homme se réveillant en retard pour un train qu'il ne peut pas attraper. Je suis désolé, a-t-il répété. J'ai hoché la tête, et je l'ai cru. Puis je l'ai regardé dans les yeux et j'ai prononcé la dernière vérité à laquelle il ne s'attendait pas. Mais désolé n'est pas une porte, c'est un miroir. Il est parti sans un autre mot, et je suis restée sous le figuier, laissant la lumière de l'après-midi tomber à travers les feuilles comme un souvenir. La cicatrice n'était pas silencieuse. Elle avait juste cessé de supplier d'être vue. Je n'ai pas organisé de conférence de presse. Je n'ai pas convoqué de réunion du conseil. Je n'ai même pas prévenu la famille. Je suis simplement partie un vendredi matin, avant le lever du soleil. Hélène et moi avons vidé mon bureau, 42 ans d'échantillons de design, de récompenses, de registres et de lettres, soigneusement archivés dans des boîtes marquées « Héritage, privé ». La seule chose que j'ai laissée derrière moi était une plaque en laiton sur la porte qui disait « Marguerite Maggie Sinclair, fondatrice, au passé ». Hélène m'a tendu la dernière enveloppe. À l'intérieur se trouvait le communiqué de presse que Victor avait rédigé, exactement comme je le voulais. Après des décennies de leadership, Marguerite Sinclair se retire officiellement de son rôle au sein de Sinclair Design. Elle poursuivra son travail à travers l'initiative Sinclair, une fondation philanthropique soutenant les femmes dans le design, l'éducation et l'entrepreneuriat. Aucune mention de Zacharie, aucune mention de la famille, juste moi et l'avenir que je choisissais. L'appel est arrivé juste après 9 heures. Hélène et moi organisions le coin lecture dans mon nouveau cottage, un espace ensoleillé au bord du lac où le silence n'était pas suspect et où chaque craquement venait de la maison qui se tassait, pas des gens qui complotaient. Mon portable a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro. Hélène a haussé un sourcil. Tu veux que je filtre? J'ai secoué la tête. Je sais qui c'est. Et j'avais raison. Salut maman. La voix de Zacharie était rauque, fatiguée. On peut parler. J'ai attendu. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le pense cette fois. Je suis désolée pour tout, pour Isabelle, pour ne pas t'avoir protégée, pour t'avoir donné l'impression que tu n'étais qu'un bien dont nous attendions d'hériter. J'ai regardé par la fenêtre. Le lac était lisse et immobile, pas une ride. Il a continué. J'ai paniqué. D'accord? L'entreprise, elle m'échappait.
Et je ne savais pas quoi faire. Je pensais avoir le temps. Je pensais que tu serais toujours là pour arranger les choses. Je ne m'attendais pas à ce que tu partes, tout simplement. C'était ça le problème. Ils ne s'attendent jamais à ce qu'on parte. J'aimerais te voir, a-t-il dit doucement. Pas pour demander quoi que ce soit, juste pour parler. Juste nous. J'ai dit oui, parce que j'avais besoin de voir la forme de son visage quand il ne se cachait pas derrière le sourire d'Isabelle ou les projecteurs de la salle de conseil. Nous nous sommes retrouvés dans un parc à mi-chemin entre le cottage et ce qui était autrefois notre ville. Il avait l'air plus vieux, plus mince, ce genre de minceur qui n'est pas une question de poids. C'est la certitude qui s'échappe d'un homme. Le genre de minceur qui arrive quand l'échafaudage s'effondre enfin. Merci, a-t-il dit, d'avoir accepté de me voir. J'ai hoché la tête, laissant le vent combler l'espace. Je veux juste que tu saches que je n'attends rien, a-t-il dit. Ni propriété, ni titre, ni pardon. J'ai penché la tête. Alors quoi? Je veux recommencer à zéro. J'ai les étudié. Non, ai-je dit doucement. Tu veux rembobiner. Il a scié. Quelle est la différence? Recommencer à zéro signifie avancer et construire quelque chose de nouveau. Rembobiner signifie que tu veux effacer les dégâts sans vivre le nettoyage. Il n'a rien dit. Tu as eu tellement de chance de me protéger, ai-je continué. My Doctor De dire quelque chose quand Isabelle m'a rabaissé 10 millions de dollars. Quand elle a tordu notre histoire pour en faire son récit. Quand tu es resté silencieux pendant qu'elle se moquait des mains qui t'ont élevé. Je ne pensais pas que ça.